Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast de la Terre dans les épinards. Dans cet épisode, on va parler de l'empreinte carbone. Qu'est-ce que c'est et comment l'évaluer pour pouvoir la limiter? Alors, j'ai bien conscience que l'empreinte carbone n'est pas le sujet le plus glamour et peut-être un sujet un peu théorique, mais comme on vise à une réduction de notre impact en parallèle d'une réduction de nos dépenses, il est important de bien connaître les indicateurs de mesure de cet impact. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler assez tôt dans le podcast pour bien savoir par la suite de quoi on parle. Et pour contrebalancer le côté un peu théorique, je te parlerai d'un outil qui te permettra d'évaluer ton empreinte carbone ainsi que de quelques pistes pour la diminuer, si bien que tu pourras, aussitôt cet épisode terminé, savoir sur quels aspects de ton quotidien tu pourras agir pour limiter ton empreinte carbone. C'est pas beau ça? Hein? Allez, tout d'abord, revenons sur la nécessité de cet indicateur de mesure qu'est l'empreinte carbone. L'activité humaine, dès lors qu'elle fait intervenir la combustion d'un matériau contenant du carbone, est à l'origine de l'émission de gaz à effet de serre, ou GES pour les intimes, tels que par exemple du dioxyde de carbone, du méthane ou du protoxyde d'azote. Si l'effet de serre est un phénomène indispensable à la vie sur Terre en permettant de réguler sa température, un excès de gaz à effet de serre tend lui à accentuer ce phénomène et ainsi contribuer au dérèglement climatique en augmentant la température moyenne de la Terre. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est un acteur de la transition écologique dont tu risques d'entendre beaucoup parler dans ce podcast, la température moyenne terrestre a ainsi augmenté de 1,2 degré depuis l'année 1900. Évidemment, on se dit que ça n'a l'air de rien, ce petit degré et de plus, mais concrètement, on pourrait atteindre en 2050 des températures records en France supérieures à 50 degrés. L'impact d'une telle augmentation des températures est catastrophique. Intensification des canicules et des tempêtes, disparition des espèces, etc., etc. L'accord de Paris de 2015 vise à limiter, idéalement pour l'année 2100, l'augmentation de la température moyenne à 1,5 degré par rapport au niveau de température pré-industrielle. Objectif qui peut paraître utopique puisque en l'état actuel des choses, il semblerait que l'on se dirige plutôt vers une augmentation de l'ordre de 3 degrés, le double. On imagine assez facilement les conséquences désastreuses d'une telle hausse de la température moyenne. Enfin, je dis qu'on imagine facilement, mais finalement peut-être pas tant que ça. En général, tant qu'on n'a pas eu l'occasion de subir de plein fouet les conséquences désastreuses, on se rend pas forcément bien compte. Et c'est d'ailleurs bien le problème, quand ça arrive, c'est souvent trop tard. Bref, on se rend compte tout de même qu'il est dès lors indispensable de disposer d'un outil objectif de mesure des émissions de gaz à effet de serre, afin de pouvoir prendre conscience de notre impact carbone à titre individuel aussi bien que collectif, et limiter à terme l'impact des activités humaines sur le climat. L'INSEE donne sur son site internet la définition suivante de l'empreinte carbone. L'empreinte carbone représente la quantité de gaz à effet de serre, ou GES, induite par la demande finale intérieure d'un pays, consommation des ménages, administration publique, organismes à but non lucratif, investissement, que ces biens ou services soient produits sur le territoire national ou importés. L'empreinte carbone est donc constituée des émissions directes des gaz à effet de serre des ménages, principalement liées à la combustion des carburants des véhicules particuliers et la combustion d'énergie fossile pour le chauffage des logements. Des émissions de gaz à effet de serre issues de la production intérieure de biens et de services destinés à la demande intérieure, c'est-à-dire hors exportation. Et enfin, des émissions de gaz à effet de serre associées aux biens et services importés pour les consommations intermédiaires des entreprises ou pour usage final des ménages. Oui, ça fait une définition un peu longue, mais enfin ce qu'on peut retenir, c'est que l'empreinte carbone regroupe donc toutes les activités liées de manière directe ou non à la consommation d'un bien ou d'un service. Afin de pouvoir évaluer l'impact des différents gaz à effet de serre, l'empreinte carbone est mesurée en équivalent CO2, ce qui permet de se ramener à un gaz à effet de serre unique et bien connu, le dioxyde de carbone. Concrètement, pour un gaz à effet de serre donné, on se ramène à une échelle de temps donnée, par exemple les 100 prochaines années, et on évalue le potentiel de réchauffement global sur cette période pour ce gaz à effet de serre.
Le potentiel de réchauffement global du CO2, du dioxyde de carbone, étant lui fixé à 1. Par exemple, le potentiel de réchauffement global du méthane sur 100 ans est d'environ 25. Donc, une tonne de méthane vaut 25 tonnes équivalent CO2. Le choix de la période retenue est important. En effet, le potentiel de réchauffement global du méthane sur 20 ans est proche de 80. Dans ce cas, une tonne de méthane vaut 80 tonnes équivalent CO2, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une tonne d'un gaz à effet de serre émise maintenant pourra avoir un impact plus marqué sur du court terme, du moyen ou du long terme suivant le gaz considéré. Par défaut, a priori, on s'intéresse à une durée de 100 ans. Comme cela est évoqué dans la définition de l'INSEE, des déplacements en véhicule particulier ont une empreinte écologique directe, la combustion de carburant, qu'il est aisé de constater. Les déplacements en avion sont également connus pour avoir une empreinte carbone très élevée. Mais le piège, c'est que l'impact carbone ne saute pas toujours aux yeux. La livraison à domicile en est un exemple. Non pas que l'on ignore fondamentalement cet impact carbone, mais le fait de ne pas être impliqué directement dans le processus de livraison, puisqu'on ne fait que recevoir le colis, on ne conduit pas le camion, facilite le déni. Idem avec un ordinateur. Outre le côté déchets électroniques et la dépense d'énergie électrique nécessaire à son alimentation, l'impact carbone ne saute pas aux yeux lors de son utilisation. Cela est dû au fait que l'impact carbone d'un objet doit être considéré sur l'ensemble de sa durée de vie. C'est d'ailleurs l'une des difficultés majeures dans la prise de conscience de notre impact carbone. Dans la mesure où on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, on a tendance à minimiser l'impact carbone et plus généralement l'impact environnemental des produits de notre quotidien. Dans un document intitulé « Les impacts du smartphone » datant de décembre 2019, l'ADEME estime que la fabrication d'un smartphone nécessite 4 tours du monde. Uniquement du point de vue du transport, l'empreinte carbone d'un smartphone est déjà considérable de ce simple fait. Voilà qui peut inciter à réfléchir avant d'en changer, et j'en profite pour faire habilement le lien avec le premier épisode sur la surconsommation que je t'invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Un autre exemple, c'est un peu contre-intuitif au premier abord, mais la voiture électrique a une empreinte carbone non nulle. Bien qu'elle n'émette pas de gaz à effet de serre lors de son utilisation, puisqu'elle ne consomme pas de carburant, son empreinte carbone n'est pas négligeable, par exemple lors de sa fabrication. Pour avoir une idée plus précise du sujet, examinons quelques empreintes carbone de nos activités ou produits quotidiens. Ce sont des données issues des documents de l'ADEME intitulés « Modélisation et évaluation des impacts environnementaux des produits de consommation et biens d'équipement » de septembre 2018 et « Le budget et l'empreinte carbone, c'est quoi ?» du 16 mai 2020. L'empreinte carbone par année d'utilisation d'un smartphone est de 20 kg équivalent CO2. L'empreinte carbone par année d'utilisation d'un lave-linge est de 45 kg équivalent CO2. L'empreinte carbone par année d'utilisation d'une télévision est de 55 kg équivalent CO2. Et, dernier exemple, l'empreinte carbone d'un vol en avion aller-retour Paris-New York est de 3,6 tonnes équivalent CO2. On peut noter que si l'on a parlé jusqu'ici essentiellement de l'empreinte carbone d'objets ou de services, il est aussi possible de mesurer l'empreinte carbone d'une entreprise ou d'un État. À mon sens, il faut relativiser ces données et voir l'empreinte carbone de ces produits d'un point de vue global. Un smartphone individuel a une empreinte carbone plutôt faible, mais il ne faut pas oublier que le nombre de smartphones dans le monde fait que cette empreinte est en réalité énorme, probablement de l'ordre de dizaines de millions de tonnes équivalent CO2 par an. À l'échelle de l'individu, l'impact carbone est très complexe à évaluer car elle prend en compte de nombreux facteurs. Vous pouvez avoir une première idée de votre empreinte carbone en passant rapidement en revue votre mode de vie. Prenez-vous souvent la voiture? Mangez-vous beaucoup de viande ou de produits animaux? Êtes-vous un grand consommateur de vêtements, de nouvelles technologies? Chaque oui à ces questions augmente votre empreinte carbone. Chaque non contribue à la limiter. J'ai parlé d'un outil d'estimation en début d'épisode. Si vous souhaitez quantifier plus précisément votre empreinte carbone, vous pouvez utiliser le simulateur NoGest Climat développé par l'ADEME en partenariat avec l'ABC, l'association Bilan Carbone, sur la base d'un premier modèle appelé Micmac développé par les associations Avenir Climatique et TACA. Le simulateur est accessible à l'adresse nogestclimat.fr. Pour connaître votre impact carbone, vous devrez remplir un questionnaire sur vos habitudes de vie et de consommation.
Votre empreinte carbone est ajustée au fur et à mesure en fonction de vos réponses. Alors, être capable d'évaluer son empreinte carbone, c'est bien, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a révélé dans une étude notre budget carbone au niveau mondial pour pouvoir tenir les engagements de l'accord de Paris 2015. Le budget carbone, c'est en gros les émissions de gaz à effet de serre qu'on peut encore émettre à l'avenir pour respecter l'objectif d'augmentation de température fixé. Pour un objectif de hausse de température limité à 1,5 degré à l'horizon 2100, le budget carbone est de 420 milliards de tonnes équivalent CO2 pour la période de 2018 à 2100 et de seulement 336 milliards de tonnes équivalent CO2 pour la période allant de 2020 à 2100, soit presque 84 milliards de tonnes équivalent CO2 en moins de budget perdu en l'espace de 2 ans. À ce rythme-là, ce budget carbone sera épuisé d'ici quelques années en ce qui concerne l'objectif de 1,5 degré avec les conséquences dramatiques sur le climat et la biodiversité. D'après le ministère de l'Environnement, chaque Français était responsable en moyenne de l'émission de 8 tonnes équivalent CO2 en 2018. Pour voir où tu te situes par rapport à cette moyenne, tu peux passer le test empreinte carbone évoqué plus tôt sur nosgestesclimat.fr. Pour parvenir à la neutralité carbone, c'est-à-dire à une empreinte carbone nulle en 2045, l'ADEME estime qu'il faut compter sur une réduction de 320 kg équivalent CO2 par an et par individu. D'après l'évaluateur d'empreinte carbone, c'est environ l'équivalent d'un repas par semaine incluant de la viande rouge. Autant dire que le défi est loin d'être insurmontable, encore faut-il en avoir conscience. Pour diminuer son empreinte carbone, plusieurs actions sont envisageables. Bonne nouvelle, la plupart te permettra également de freiner les dépenses. Tu trouveras sur le site Nos Gestes Climat un guide t'indiquant les actions que tu peux mener et l'impact annualisé en équivalent CO2. Voici quelques exemples par secteur qui devraient te permettre dans le même temps de faire quelques économies. Dans le domaine des transports, diminue ton empreinte carbone d'environ 450 kg équivalent CO2 par an en adoptant une éco-conduite si tu parcours environ 15 000 km, notamment en ayant des pneus gonflés à la bonne pression pour éviter une surconsommation de carburant, en limitant ta vitesse pour consommer moins, en adoptant une conduite souple, les sur-régimes entraînant une surconsommation, en coupant le moteur lors d'un arrêt prolongé supérieur à 20 secondes. Tu peux aussi privilégier bien sûr le covoiturage et économiser environ 850 kg équivalent CO2 par an si tu fais quotidiennement un trajet pour aller au travail de 40 km aller-retour. Et enfin, si tu privilégies le train à l'avion, tu économises 400 kg équivalent CO2 pour un aller-retour Paris-Marseille. Dans le domaine du logement, éteins tes appareils en veille la nuit pour gagner 33 kg équivalent CO2 par an. Étends ton linge plutôt que d'utiliser un sèche-linge pour gagner 23 kg équivalent CO2 par an. Dans le domaine de l'alimentation, enfin, adopter une alimentation végétarienne te permettrait de gagner, selon bien sûr tes habitudes alimentaires actuelles, 1,4 tonnes équivalent CO2 par an. On note que le post-alimentation joue donc un rôle énorme dans le budget carbone des ménages et il peut être intéressant de commencer par là pour diminuer son empreinte carbone, par exemple en réduisant sa consommation de viande par 2. N'oublions pas que les bonnes habitudes ont besoin de temps, donc vas-y progressivement pour être sûr de tenir sur la durée. Bien entendu, d'autres actions que celles que je viens d'évoquer sont envisageables qui profiteront tout aussi bien à ta santé qu'à ton porte-monnaie. Tu peux sortir ton vieux vélo, acheter tes meubles ou tes vêtements d'occasion. On en a déjà parlé dans le premier épisode, je te conseille d'aller le réécouter ou l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner aux pages Instagram de La Terre dans les épinards, à la page Facebook, à la newsletter du site, bref, à tout. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires Insta ou Facebook s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés et je verrai ce que je peux faire. J'en profite aussi pour annoncer que le podcast est disponible sur Google Podcast. Tu peux donc l'écouter aussi via cette plateforme. Et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement et de ton porte-monnaie. Et on se retrouve en pleine forme. Salut!